Merci, merci Laurent. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais partager mon écran. On va reprendre le RASA classique et puis on va balayer un peu tous les indicateurs. Je vous dirai un peu ce que j'attends. Vous n'hésitez pas à intervenir en posant des questions dans le chat ou en levant la main que Laurent puisse m'avertir, parce que moi, quand je partage mon écran, je ne vais pas pouvoir faire les deux choses. Donc, n'hésitez pas surtout à poser des questions. Toutes seront pertinentes parce que moins il y a d'erreurs, plus c'est facile à interpréter, moins il y a de travail. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur le bilan 2020 là, qui a été édité? C'était pour vous dire qu'effectivement, il y avait à peu près 96% des structures qui ont de mémoire, hein, qui ont renvoyé le questionnaire. Donc, on a vraiment un bilan très, très représentatif. Alors, je partage mon écran. Hop, et je passe partager. Est-ce que vous voyez suffisamment? Est-ce que c'est lisible? Oui. Oui. Oui, c'est suffisamment lisible, il n'y a pas besoin de faire de zoom. Oui. Ok. Ça m'arrange hein, s'il n'y a pas besoin de faire de zoom. Alors là, c'est le bilan. Donc, le bilan, il a été mis sur le site de la fédération. Je pense que Sweli l'a déjà envoyé aussi par mail. Donc, ce qui serait intéressant, c'est vraiment d'abord que toutes les structures utilisent ce bilan-là, pas un autre fichier, parce qu'il reste des anciens fichiers en circulation, et certains de ces fichiers, il n'y a pas tous les items d'abord, ce n'est pas forcément les mêmes questions, donc du coup, pour l'interprétation, c'est bien compliqué. Et puis, on n'a pas non plus de logiciel de compilation pour compiler tout ça, donc ça veut dire qu'il faut faire ce travail à la main, et donc ça prend beaucoup de temps. Donc, utilisez au maximum vraiment le nouveau fichier qu'on vous renvoie chaque année. Même si ce fichier sur les questions en soi, il n'a pas été modifié par rapport à l'année dernière. On a modifié des petits commentaires dedans parce qu'on voit toujours qu'il y a parfois des erreurs d'interprétation et donc on a décidé de faire cette intervention pour lever les ambiguïtés sur l'interprétation du questionnaire. Donc, sur les premiers items, on va passer rapidement. Hein, la région, le département, ça, c'est des menus déroulants. Tout ce qui est structure, je vais passer très vite. Ça, il n'y a aucune ambiguïté. Sur les autres établissements, services gérés par la structure gestionnaire, si vous lisez le bilan, vous allez remarquer que je n'exploite pas du tout ces résultats, mais ils peuvent être importants si vous l'envoyez à votre ARS. Hein, ça peut être important pour les ARS. Donc là, il suffit de cocher oui ou non et de préciser plutôt avec quel établissement on est partenaire. Je passe très vite dessus. Les frais de siège, ça c'est pour tous vos ARS. Les données de relative autorisation aussi, je passe. Vous voyez, quelques données que je n'exploite pas du tout. Donc, en même temps, des fois, quand on vous demande le bilan et puis que vous êtes en retard ou vous n'avez pas tout rempli, s'il n'y a pas les données financières ou ces données de partenariat, ce n'est pas très, très important parce que pour l'instant, on ne les exploite pas dans le bilan national. Date d'entrée en vigueur. Existe-t-il des critères d'admission formalisés dans le projet d'établissement? Ça, c'est important de le remplir et de préciser lesquels, parce que ça me permet parfois justement de regarder s'il y a des critères particuliers ou pas. Et donc, parfois, on peut discuter du coup avec les partenaires, les autorités, et dire si là, vous avez vraiment une structure très spécialisée sur ce type d'accueil de public ou non. Donc là, c'est important si vous pouvez mettre vos critères d'admission. Les partenariats, les conventions, c'est bien de les préciser. Vous remarquerez que je ne les exploite pas non plus. C'est surtout pour les autorités ARS ou DGS. Et on en arrive aux données qui sont plutôt exploitées. Alors, les moyens financiers de la structure, je les ai déjà exploités et je les exploite, ça fait plusieurs années que je ne les ai pas exploités. Dans ces données, il suffit de mettre, c'est votre budget, hein, produit de la tarification, les autres produits relatifs à l'exploitation et les produits financiers, produits non encaissables. Je ne les exploite plus vraiment parce que à une époque, je voulais en déduire un coût à la place, mais en fait, ce n'est pas si facile que ça, parce qu'entre les places autorisées et les places découvertes, je ne sais pas forcément ce qui a été financé, puis si c'était financé toute l'année ou non, c'est un peu compliqué, du coup, je ne le fais pas. Ici, on vous demande le montant total de la participation des résidents.
Alors, ce qu'on vous demande ici, c'est la somme totale dans le budget que vous avez reçu de la part des résidents, si vous demandez une participation. Par exemple, imaginons que vous demandez une participation de 60 € à tous les résidents. Il y a des résidents qui ne peuvent pas fournir ces 60 €. Nous, ce qu'on veut, c'est le montant total que vous avez reçu. Au global, il y a des résidents qui ont donné, des résidents qui n'ont pas donné, voilà le montant total. Et ce qu'on vous demande en dessous, c'est le montant mensuel de la participation des résidents, si ça a été défini. C'est-à-dire que si vous avez, c'est ce que vous avez, votre objectif, enfin l'objectif ou dans l'objet de votre structure, vous avez défini qu'un résident, quand il rentre à la CT, il a une participation financière qui est de temps. Et c'est ce montant mensuel qu'on vous demande d'indiquer ici, que le résident puisse le donner ou pas. Voilà. Est-ce que c'est clair ou pas, ce que je viens de raconter? Ça a l'air d'être clair. Une question? Ouais, moi aussi, j'ai une question. Oui. Je commence? Oui. Alors, c'était juste pour dire que, d'abord, bonjour à tous. Et ensuite, nous, pour la participation des résidents, elle dépend, alors à la fois, ils peuvent pas, mais elle dépend aussi, le montant dépend de leurs ressources mensuelles. Oui. Du coup, on a des participations à 30 €, d'autres à 60, d'autres à 5 €. Vous avez défini un pourcentage, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Soit vous mettez rien, soit dans les commentaires, dans une case commentaire, vous écrivez à ce moment-là, on définit comme ça. Voilà. Okay. On met notre barème en commentaire? Oui, vous mettez votre barème en commentaire. Il doit y avoir une case commentaire un peu plus... Voilà, commentaire juste en dessous, et vous l'indiquez à ce moment. Sur les dépenses, les dépenses, c'est le budget, hein, les dépenses. Là, il y a deux cases ici qui sont particulières. Le montant de l'aide financière attribuée aux résidents. Certains ACT vont verser des aides ponctuelles à des résidents, mais vraiment de l'argent, vraiment d'une aide financière directe. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est tout ce qui est, c'est la totalité dans le budget qui a été versé aux résidents. Voilà. Et puis, il y a d'autres structures ou les mêmes qui proposent aussi des aides en nature. Ça peut être je ne sais pas, directement des tickets de bus, j'en sais rien, des couches pour les enfants, donc des aides en nature. Ça aussi, ça peut être budgété, ces aides en nature. Et on vous demande là, si c'est possible, hein, de mettre ce montant-là, le montant total qui a été budgété. Ça, ces deux montants, je ne les exploite plus parce que ce n'était pas très bien rempli jusqu'à présent, mais c'est des montants qui sont importants quand on négocie avec la DGS ou avec les ARS, en fait. Quand on parle, non, mais les structures, voilà aussi ce qu'elles fournissent comme aide, ce n'est pas juste la coordination médicale, il y a beaucoup d'accompagnement et il y a notamment un accompagnement financier en nature en plus. Et effectivement, les tickets services sont de l'aide en nature attribuée aux résidents. Pour répondre à la question qui a été posée par monsieur ou madame Blanc. Et c'est au-dessus des 10% hautes. Et pour les 10% autres, on a dit qu'on mettait notre barème s'il y avait des variables. Oui, voilà. Convention collective, ça, c'est pas de souci. Alors, ici arrive les emplois, la composition de l'équipe. Et je me suis aperçu l'année dernière qu'il y avait une ambiguïté suite à une question de Saint-Marie, je crois, à Toulouse. La question est de savoir qu'est-ce que je remplis ici. Est-ce que je remplis la composition de mon équipe au 31 décembre, au jour où je le remplis, ou alors mon équipe, entre guillemets, idéale. Ce qu'on aimerait pour que ça soit exploitable, c'est que vous mettiez l'équipe, je dis idéale entre guillemets, c'est l'équipe qui était budgétée, qui était autorisée en tout cas dans votre budget, celle que vous avez envoyée à l'ARS. Dedans, par exemple, il est prévu qu'il y a un médecin. Et le médecin, vous avez prévu, je ne sais pas, qu'il y avait 0,1 ETP de médecin en permanence. Mais c'est possible que votre médecin il parte en cours d'année. À ce moment-là, vous n'avez plus de médecin. Mais ce n'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce qui était prévu, c'est 0,1 médecin. Normalement, vous devez travailler avec 0,1 médecin parce que vous aviez prévu ça. Donc, on veut vraiment le réel. On veut ce qui devrait être fait, ce qui aurait dû être fait dans l'année sur les ETP. Et de même, si vous avez un médecin qui n'est pas salarié de l'ACT, mais qui est vacataire, qui est payé sous forme de vacation, on vous demande de traduire ces vacations en ETP et le considérer comme un salarié ici. Alors après, dans les commentaires, vous pouvez dire qu'un tel était vacataire, ça peut être une information utile, mais
parce que je suis assez surpris d'avoir des structures qui me disent qu'elles n'ont pas de médecin, alors que c'est quelque chose d'obligatoire. Médecin, donc c'est au moins, normalement, c'est au moins prévu dans le budget. Parce que là, ça va résonner, en fait. Autorisé. Et puis, des fois, il est payé sous forme de vacation et il n'apparaît pas. Alors qu'en fait, il travaille avec un médecin, mais il est payé sous forme de vacation et il n'apparaît pas dans l'équipe. Du coup, ça fausse un peu. Est-ce que c'est clair ou pas? Du coup, on a rajouté, ouais, je les ai écrits en commentaire. Hein. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous avez des petits points rouges. Il suffit de mettre le curseur sur le point rouge et on lit quelques commentaires. Il y a des commentaires pour aider au remplissage dans les points rouges, quand on l'a sous ordinateur. Est-ce que sur les salariés, c'est clair? Hein? Sur les ETP, Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, par contre, ici, là, on peut ici, pardon, sur les, il y a les stagiaires, j'ai juste une question à côté de moi. Les stagiaires aussi, hein, c'est assez peu rempli, stagiaires, service civique, c'est assez peu renseigné. Je suis surpris, alors soit il n'y a vraiment pas beaucoup de stagiaires, soit vous ne le mettez pas. Là, sur les stagiaires, il suffit de transformer, vous regardez tous les stagiaires que vous avez dans l'année, puis vous transformez ça en ETP. Mais là, pour le coup, c'est du réel. Pour le coup, parce que ça n'a jamais été, je pense que les stagiaires, ça n'a pas été prévu dans le budget, c'est du réel. Sur la structure stable ou non de l'organisation, vous pouvez mettre le nombre de recrutements dans l'année en ETP et en nombre de personnes. Ça, c'est intéressant parce que ça donne aussi, on voit un peu si les emplois, c'est des emplois à temps plein ou non. Et les nombres de départs en ETP en nombre de personnes. Par contre, c'est difficilement exploitable si vous ne me donnez pas l'effectif réel de la structure. Donc, l'effectif réel de la structure, pour le coup, c'est un choix à faire. C'est soit l'effectif au moment où vous le remplissez, soit l'effectif qui était normalement… pareil, l'effectif réel, il n'est pas forcément budgété. Vous pouvez avoir 0,2 infirmières et avoir 2 personnels. Donc ça, c'est un compromis à faire quand vous calculez l'effectif réel dans l'année. Parce que c'est sûr que dans l'année, ça peut varier. Donc là, je n'ai pas vraiment de réponse à la meilleure manière. Oui, Fabrice, tu me diras la meilleure manière de remplir. Oui, Fabrice. Je me posais une question. Je sais qu'il y a certaines structures, pour des raisons de financement, la même structure peut avoir différents financements de différentes ARS. Ça peut exister. Les structures ont fait un arrangement. Elles vont envoyer… comment dire, ces données vont être envoyées ensuite aux ARS, auquel cas il faut que ces structures-là mettent exactement ce qu'elles ont envoyé aux ARS. On peut faire un distinguo avec le travail que tu vas réaliser. Je ne sais pas si j'ai été clair. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le rapport que vous m'envoyez, ce n'est pas forcément le rapport que vous envoyez à l'ARS. On est d'accord, OK. Il faut bien faire des modifications. Très bien. Voilà. Quand c'est le même, tant mieux. Mais si effectivement il peut y avoir des soucis comme ça, le rapport que vous m'envoyez, ce n'est pas forcément celui de l'ARS. Voilà. OK. Il y a une question de Pamela Roussel. Est-ce que l'effectif à remplir est en ETP ou en personne? Donc c'est les deux, d'accord? Ici, c'est en personne, effectif réel, en nombre de personnes. C'est en nombre de personnes. C'est bien dans la case nombre de personnes. Au nombre de personnes. Oui. D'accord, merci. Parce que les ETP globaux, en fait, on les a déjà ici. On les a déjà ici, les ETP. Par contre, je ne sais pas, ces ETP qu'on a au global, je ne sais pas combien d'effectifs, à combien de personnes ils correspondent. Alors, là, c'est plutôt, là, les effectifs, là, recrutement, départ et effectifs, c'est pour calculer à peu près le turnover moyen dans les structures. Ça peut être important hein, parce qu'on pourrait reprocher à certaines structures qu'elles ont un turnover trop important. Mais il faut comparer ça à ce qui se passe nationalement. Parce que si nationalement, il y a déjà un turnover important, ce n'est pas un problème lié au management de la structure. C'est un problème lié plutôt au travail. Alors, maintenant, on arrive à tout ce qui est file active, la description de la file active. Alors, on me pose la question,
s'il y a une psychologue qui part et une qui arrive, oui, bah c'est un recrutement dans l'année et un départ dans l'année. Si jamais il y a une psychologue qui est partie dans l'année et un psychologue qui est arrivé dans l'année, qui a été remplacé, hein, bah c'est bien un départ et une entrée. Et si quelqu'un c'est 0,2 ETP, c'est bien 0,2 ETP de départ et 0,2 ETP de recrutement. C'est vraiment pour essayer de calculer les turnovers. Voilà. Donc, les nombres de personnes, je pense qu'il n'y a pas de souci sur le nombre de personnes. Alors, vous remarquerez que sur le fichier, à chaque fois, il y a le total qui est calculé. Et ce total, on s'en sert pour vous donner des alertes. Vous apparaissent en rouge quand ça ne correspond pas. Donc, quand ça ne correspond pas, ça vous permet de bien le remplir, qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Donc, quand vous avez un petit mot en rouge qui vous dit le total ne correspond pas à ce que vous avez indiqué auparavant, soit vous êtes trompé, donc vous vérifiez vos chiffres, soit vous ne vous êtes pas trompé, mais vous ne savez pas. Vous pouvez avoir pour une personne, vous ne savez pas ce qu'elle est devenue, je ne sais pas, vous ne savez pas si elle avait la CMU ou non, mais il y a toujours une case non renseignée, je ne sais pas. Donc ici, on vous demande c'est bien les résidents, la file active, c'est bien uniquement les résidents, ceux qui sont considérés comme occupant une place d'ACT, et pas du tout le compagnon. Donc le nombre de résidents femmes, le nombre de résidents hommes, le nombre de résidents transgenres et intersexes, et on trouve maintenant de plus en plus de mineurs qui occupent une place d'ACT. Alors parce que c'est eux la personne malade. Alors généralement ils sont accompagnés, parce que généralement ce n'est pas des mineurs isolés dans nos structures, donc ils sont accompagnés, mais là c'est bien le mineur qui était malade et qui est résident et qui occupe la place d'ACT. Nouveaux résidents dans l'année, donc ça c'est la totalité de votre file active dans l'année. Parmi ceux-là, il y en a certains qui sont entrés dans le dispositif dans l'année, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'erreur en listage. Et puis il y en a certains qui sont sortis dans l'année aussi, donc on regarde les sortants. Et un résident peut être entré dans l'année, sorti dans l'année, et donc être présent aussi dans l'année. Donc là, c'est la totalité, il y a les entrants, les sortants et ceux qui étaient déjà là avant, et puis là, il n'y a que les entrants dans l'année, que les sortants. On vous demande aussi le nombre d'accompagnants qui étaient présents dans l'année. Donc, il y a des structures qui ont 0 accompagnant, mais il y a des structures, elles vont accueillir un résident avec un mineur, avec deux accompagnants adultes, par exemple, ou un adulte avec son conjoint, ou alors avec son enfant. Donc là, on vous demande des accompagnants, le nombre d'accompagnants qui étaient adultes et le nombre d'accompagnants qui étaient mineurs, et le nombre d'accompagnants qui sont effectivement rentrés dans l'année. Donc ça, c'est la totalité, ceux qui étaient déjà là avant ou pas, et ceux qui sont rentrés dans l'année. Et on vous demande combien de résidents avaient des accompagnants dans cette case. C'est bien combien de résidents avaient des accompagnants. Vous avez 10 résidents et il y avait une femme résidente accompagnée par son fils, par exemple. Donc là, ça serait 1. Et elle est accompagnée par son fils, donc elle avait un accompagnement mineur uniquement, et donc on met 1 dans la case accompagnement mineur uniquement. Donc là, par exemple, je vais mettre par exemple là, alors je vais remplir au fur et à mesure, et Fabrice a levé la main. Allez, on va mettre 2, 3, 0, 1. Ça, c'est pas grave. 1, 1, 0, 0. Alors, 1, on va dire qu'il y en a 2 qui sont sortis et un enfant qui est sorti, 0. Pardon. Tu as toujours la main levée, Fabrice. Je ne sais pas si c'est exprès ou pas. Donc, accompagnants, disons qu'il y avait 3 accompagnants adultes, 2 accompagnants mineurs, un qui est rentré dans l'année, un qui est rentré dans l'année. Donc, il y avait 5 accompagnants en tout. Ces 5 accompagnants, il n'y avait en tout que 3 résidents avec accompagnants. J'ai mis 3 résidents avec accompagnants. Il y a 3 adultes accompagnants. Donc, et il y avait 2 adultes mineurs, donc on peut imaginer qu'il y avait 2 résidents qui étaient accompagnés avec un adulte et un mineur, et puis 3 qui étaient accompagnés juste avec des adultes. Et 1 juste avec des adultes. Voilà. Et la totalité doit faire 3 ici. La totalité dont accompagnant, ça doit être égal au nombre de résidents que vous avez mis ici. C'est clair, parce que de temps en temps, je vois bien qu'il y a des erreurs de temps en temps ici. Donc là, on regarde le résident, est-ce qu'il est accompagné juste par un adulte, est-ce qu'il est accompagné par un adulte et un mineur, ou est-ce qu'il est accompagné par des mineurs? Et ça doit correspondre au nombre de résidents qui étaient accompagnés.
Je sais, parce que je ne crois pas que j'ai mis une alerte ici. Est-ce que j'ai mis une alerte? Non, je n'ai pas mis d'alerte. Alors, les prestations. Ah, vous écrivez le nombre de places qui étaient autorisées au 31/12 de l'année qui est considéré, le nombre de places qui étaient effectivement installées, et puis le nombre de places nouvellement autorisées, il n'y a pas de souci. Et puis après, vous décrivez. Donc là, on met, je ne sais pas, 10, on a une structure qui a 12 places, on avait 10 qui étaient installées, dont 2 autorisées au cours de l'année. Voilà. Et là, on met le nombre de places individuelles. Donc, vous voyez, comme ce n'est pas rempli, mon total de 0 ne correspond pas au nombre de places installées ici. Donc là, on vous demande parmi les places installées, lesquelles étaient en hébergement individuel, en hébergement semi-collectif, en hébergement collectif, et il y a la définition de chaque hébergement en dessous. Donc là, si je remplis, j'ai 10 places installées, on va dire qu'il y en avait 5 en individuel, 5 en semi-collectif, 0 en collectif, et vous voyez que mon total correspond, et donc mon alerte rouge, là, elle a disparu parce que mon total est bon. Si la présence est-elle assurée 24 heures sur 24, oui ou non? Existe-t-il un dispositif d'astreinte, oui ou non? Et puis, on vous demande le nombre de places accessibles pour les personnalités à mobilité réduite, avec normalement la norme tout accessible. On a une petite question d'Augustin de Biarritz. Oui. Bonjour Augustin. Les ACT sortant de prison sont à comptabiliser dans la file active du RASA ACT généraliste, oui. Ou bien un autre RASA est à prévoir? Non, il n'y a pas d'autre RASA pour les ACT sortant de prison. Donc, les ACT sortant de prison sont intégrés dans oui. le RASA généraliste. Voilà. Pour les ACT psy, il n'y en a que 4 des ACT psy. Il y a un RASA particulier qu'on envoie qu'aux structures concernées. Et je devrais pouvoir vous proposer, pour les quelques structures qui ont des ACT pédiatriques, un RASA ACT pédiatrique au cours du mois de mars. On vous l'enverra. Mais pour les sortants de prison, il n'y a pas de RASA particulier. Ok, merci beaucoup. Ce que vous pouvez faire dans les nombres de places, dans les commentaires ici, vous pouvez indiquer que parmi vos 10 places, vous avez 10 places sortant de prison ou 4 places sortant de prison. Comme ça nous permet de les comptabiliser. Voilà. Vous pouvez l'indiquer dans le commentaire. La situation des personnes à l'entrée ou à la sortie, le droit au séjour. Alors, ça, c'est vrai pour toutes les cases comme ça, pour tous ces items qui vont arriver. Il y a 2 colonnes, les personnes hébergées pendant l'année, c'est la file active. Donc, ça correspond, je reviens là, ça correspond au nombre de personnes dans votre file active totale. Et à côté, c'est ceux qui sont sortants. Donc, ça correspond à ce total-là, aux sortants ici. Et donc, en bas de mes colonnes, je dois avoir les mêmes totaux. Ici, je dois avoir les mêmes totaux, donc 10 et 4. Ou 6, je ne sais plus ce que j'avais écrit. Les personnes de nationalité française. Alors, on vous demande bien là, les personnes de nationalité française, on ne vous demande pas si elles ont la carte d'identité ou un passeport, etc. Si elles sont de nationalité française, on demande d'indiquer la nationalité française. C'est vraiment pas même si elles ont pas de carte, si elles ont perdu leur papier, si elles sont de nationalité française, vous indiquez qu'elles sont de nationalité française. Jérémy, on a une nouvelle question. Oui. On a même 2 questions. On a une question de Ève. Il faut l'agrément ACT pédiatrique pour remplir ce RASA. J'imagine, Ève, que tu parlais du RASA pédiatrique. Ève et de Chambéry, Ève Montonex, ACT de Chambéry. Je pense qu'on vérifiera ensemble et avec Jérémy le périmètre pour ces RASA pédiatriques. L'idée, c'est de ne pas avoir de doublons, que les places soient indiquées dans l'un ou dans l'autre. Oui. Ensuite, Jérémy, on a une question de Pamela Rouxel qui nous demande, concernant les logements place PMR, comment définit-on cela? Délivrance d'un document par un organisme ou simple correspondance aux critères PMR? Non, simple correspondance. Aux critères PMR. On va pas aller vous auditer là-dessus, c'est déclaratif. Voilà. Sur les pédiatriques, oui. Alors, les ACT pédiatriques, ça sera un RASA uniquement pour les ACT qui n'ont que des enfants, qui ont ouvert un dispositif qui n'accueille que des enfants. Et pas pour les ACT classiques, on peut accueillir des enfants, il y a une case mineure. Donc, ça, on reste sur l'ACT classique. Mais vraiment, il y a 3 ou 4 structures, il y en a au moins 2 actuelles. Il y en aura peut-être une 3e structure qui aura que des ACT pédiatriques en 2021.
Là, on va faire un RASA un peu particulier parce qu'il y a des items qui s'y prêtent pas trop. Mais si on n'a qu'un enfant ou 2 enfants, on peut s'arranger dans les items-là. Alors, Jérémy, je suis désolée, Oui. c'est Eve, je repose la question parce que nous, sur Chambé, actuellement, on a 12 enfants malades sur 22 places. Oui. Et du coup, effectivement, je n'ai pas d'agrément ACT pédiatrique, sauf qu'il y a toute une série de questions qui, du coup, je réponds un peu de manière erronée. Tu vois, sur la question des papiers qui est affichée là, les enfants, on s'en fout, ils n'ont pas de papier. Donc, du coup, je réponds au titre des parents. Si, alors, je suis d'accord. Non, alors je suis d'accord. Alors, pour les enfants, tu peux me dire soit ils sont de nationalité française, tu les rentres ici, soit c'est des mineurs étrangers et tu écris mineurs étrangers. OK. Merci. Séjour, mais tu écris mineurs étrangers, tu mets le nombre. Comme ça, je peux faire la différence. Mais du coup, ce qui est important, c'est que si c'est des enfants français, vous les rentriez dans les enfants français. Parce que des fois, on me précise juste mineur. Mineur 3. Et moi, mineur 3, je ne sais pas s'il est étranger ou pas. Et du coup, ça fausse un peu, effectivement. Après, ça me fausse un peu les résultats. Je ne sais pas s'ils sont étrangers. Alors, mineur étranger, vous pouvez préciser français, vous pouvez préciser Union européenne et préciser étranger hors Union européenne, parce que ce n'est pas du tout les mêmes statuts. Voilà. Donc, c'est bien de mettre mineur hors Europe et mineur européen, s'il faut. De même, vous pouvez me mettre les Européens. Ce n'est pas écrit ici, vous pouvez me mettre les Européens. Parce que les Européens, ils n'ont pas forcément besoin d'un titre de séjour. Donc, les Européens, on écrit Européens, et puis vous me dites combien il y a d'Européens. Ou membres de la communauté, oui, plutôt membres de la communauté européenne. Donc, quand j'entends européen, c'est vraiment l'Union européenne. Voilà. Et les autres, c'est hors Union européenne. Voilà. Jérémy, sur le chat, ça se bouscule un petit peu. Sandrine Delavaux de Caen. Bonjour Sandrine, nous pose une question. Lorsque la personne malade est un enfant, papier, ressources, est-ce qu'il faut indiquer la situation des parents? Oui, alors j'y arrive. D'accord. Et voilà. Alors, on verra après. Et Lionel Mourillon nous pose la question, pour les LAM et LHSS, recevra-t-on un fichier propre à chaque dispositif? Alors, les LAM et LHSS sont sous le pilotage de la DGCS. Donc, c'est à la DGCS à présent de se mobiliser. Nous, on est en capacité de pouvoir produire un rapport à LHSS et LAM. Ce qu'a fait la DGCS l'année dernière, c'est qu'ils ont passé commande au cabinet Mazars pour faire une enquête flash sur les LAM et les LHSS. Et en effet, c'est dans les perspectives qu'il y ait un bilan, alors un bilan par établissement, mais ce qui reposera la question à terme d'avoir une visibilité d'ensemble du public du secteur PDS. Mais ce que je veux rajouter avec Laurent, c'est qu'on a quand même pour ambition, on aimerait avoir pour ambition d'avoir un bilan fédération santé-habitat pour les LAM et les LHSS. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas le seul. Ça, c'est vraiment pour les ACT sur un questionnaire. Ce n'est pas le questionnaire des LAM et des LHSS. Donc, on en a un qu'on vous propose, qui était celui de l'ARS Île-de-France, il me semble. Donc, si vous nous le renvoyez, à ce moment-là, on vous envoie le fichier. Si vous nous le renvoyez, c'est très bien parce qu'on pourra produire quelque chose. Mais jusqu'à présent, l'année dernière, on l'avait demandé et on n'a eu que 4 structures qui nous ont renvoyé l'enquête sur les LHSS et une structure sur les LAM. Donc, ce n'est pas suffisant pour en faire un rapport. Donc, effectivement, si vous êtes intéressé pour qu'il y ait un vrai rapport national, on peut le faire à la fédération. Oui. Voilà, à ce moment-là, on vous renvoie un mail, vous nous demandez les enquêtes, on vous renvoie les enquêtes, on vous enverra ce qu'on a actuellement. Mais ce n'est pas ce rapport-là. Oui, je confirme, hein, c'est bien les fichiers LHSS LAM de l'ARS Île-de-France qu'on peut avoir à disposition. Voilà. J'ai aussi des fois un petit doute quand vous me dites sur les réfugiés. Il y a les demandeurs d'asile. Je comprends ce que c'est qu'un demandeur d'asile. Là, on peut mettre demandeur d'asile. Mais pour moi, ceux qui sont réfugiés, soit ils ont un titre de séjour de 1 an, vie privée et familiale au titre de la protection subsidiaire, soit ils obtiennent une carte de résident de 10 ans. Donc pour moi, ils sont à la carte de résident. Mais c'est vrai que si on me met juste réfugié, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà. Mais d'habitude, les réfugiés ont une carte de résident de 10 ans ou un titre de séjour d'1 an. Et sinon, ils sont demandeurs d'asile et on peut préciser ici demandeurs d'asile et l'écrire. Voilà. Il n'y a pas trop de soucis avec ce fichier-là, avec cet item-là, sauf pour les enfants. Donc là, vous voyez, ça fait 0,0, il y a les alertes, mais je peux dire que je connaissais qu'il y avait dans les résidents, il y avait 2 Français, 3, je ne sais pas, 300 titres de séjour, ça fait 5. Et là, ça ne correspond pas, mais je n'ai pas la donnée du 6e, je ne sais pas, mais je remplis dans non renseigné. Et hop, l'alerte,
a disparu. Donc, les alertes sont vraiment là faites pour que vous vous renseigniez très bien les tableaux. Protection maladie de base. Alors là, la question se pose peut-être pour les mineurs. Non, les mineurs, non, les mineurs, ils sont rattachés. Normalement, ils ont une protection. S'ils sont étrangers en tant que mineurs, normalement, ils sont rattachés, ils ont une protection. Donc, on peut mettre ici la situation des mineurs, pas de problème. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les personnes qui sont décédées, les sortants sont des personnes décédées. Dans les sortants, on met les personnes décédées. Et les personnes décédées, parfois, on ne me remplit pas la case en me disant la personne est décédée. Mais la personne qui est décédée, pour moi, elle avait des papiers, donc on devrait pouvoir mettre, elle avait un titre, en tout cas, elle avait une situation administrative, donc on peut la remplir. Elle avait une situation au niveau de la protection, donc on peut remplir aussi pour la personne décédée. Et de même, elle avait des revenus ou non, donc on peut revenir pour la personne décédée, on peut remplir les revenus. Elle peut ne pas en avoir ou en avoir, mais on peut remplir l'item des revenus et on peut aussi remplir sa situation professionnelle. Elle avait une situation professionnelle. Elle pouvait être en arrêt maladie, elle pouvait ne pas travailler, elle pouvait, mais elle avait. C'est pas parce qu'on décède qu'on n'avait pas de situation professionnelle, etc. Donc là, on peut remplir pour les mineurs, il y a un souci. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Sur la mutuelle et la complémentaire, je pense qu'il n'y a pas de questions non plus, c'est assez facile. Sur l'ALD, c'est bien les personnes qui disposaient à l'entrée du dispositif ALD et pas des personnes qui ont une affection, qui ont la maladie. Non, c'est qui bénéficient du dispositif ALD. Et il y en a qui rentrent et qui ne disposent pas du dispositif. Elles peuvent rentrer avec une maladie chronique, mais parce qu'elles étaient à la rue pour diverses raisons, elles ne bénéficient pas du dispositif ALD. Mais il faut l'indiquer, souvent, ce n'est pas indiqué. Du coup, je ne sais pas si vous ne l'indiquez pas ou si vous mettez ou vous ne remplissez pas, je ne sais pas, ou non renseigné, je ne sais pas ce que veut dire votre chiffre. Je ne sais pas si c'est mal renseigné ou si vous me mettez que 3 ici, par exemple. Souvent, c'est ce qui arrive. Souvent, on me remplit, il y a les 6 personnes, on me remplit 3 et on ne me met rien. Et moi, je ne sais pas du coup si les 3 autres, on ne sait pas ce qu'elles avaient, on ne sait pas, c'est non renseigné, ou alors si elles n'en avaient pas, ce qui n'est pas la même chose. Et de même pour les sortants. Pour les sortants, c'est important de l'indiquer parce que du coup, j'ai du mal à évaluer la plus-value du dispositif. Là, si on ne sait pas, bon, on met 3 et puis c'est rempli. Alors, la situation des personnes, donc, se pose effectivement les mineurs. Donc, pour les mineurs, j'ai rajouté un petit commentaire. Pour les résidents mineurs, c'est cette année que j'ai rajouté justement parce qu'il se pose la question, indiquer la ressource principale de la famille. Donc, la famille, c'est les accompagnants avec qui il vit, si possible. Si la famille n'a pas de ressources, il est sans ressources. Mais si la famille, je ne sais pas moi, sa maman, elle touche le RSA, eh ben, le mineur, il profite du RSA de sa maman. Donc, la famille, il n'est pas totalement sans ressources, le mineur. D'accord ? Donc là, c'est pour ça qu'on a précisé, si vous avez des mineurs, indiquez la ressource principale de la famille. Ça peut être sans ressources. La famille ne peut avoir aucune ressource, surtout sur les familles étrangères. Est-ce que c'est clair ? C'est en Savoie ? On m'avait posé la question là, en Savoie. C'est parfait, Jérémy. Parfait, super. Bon, voilà. Donc, j'ai rajouté le commentaire cette année dessus, de toute façon. De même, pour alors, le mineur, du coup, pardon, le mineur, qu'est-ce qu'il y avait ? Le mineur, oui, non, c'est bon. Le mineur, c'est réglé. La situation professionnelle. Quand on est mineur, on est étudiant. Alors, on peut être élève de l'éducation nationale. On peut être scolarisé. Normalement, on doit être scolarisé. Mais si on est en dessous de 3 ans, vous pouvez le préciser en dessous. Mineur de moins de 3 ans. Et là, vous le précisez ici. Okay. Pour le mineur. Voilà. Donc, normalement, on peut aussi remplir ici pour le mineur. Et les personnes décédées, je répète, les personnes décédées, elles pouvaient être en emploi, elles pouvaient être en formation, elles pouvaient être demandeurs d'emploi, elles pouvaient être à la retraite, elles pouvaient avoir aucune activité professionnelle, elles pouvaient être en arrêt maladie. Souvent, on me précise en arrêt maladie. J'ai souvent la précision. Voilà. Et sans autorisation administrative de travailler. On parle bien là des
des étrangers hors Union européenne, plutôt, parce que normalement, les Européens, ils travaillent, mais il y a certaines catégories d'étrangers, selon leur statut, ils ont le droit de travailler ou non. Et forcément, ceux qui n'ont pas le droit de travailler, c'est pas forcément qu'ils n'avaient pas d'activité professionnelle, ils n'ont pas le droit de travailler. Donc, on peut remplir sans activité ou sans autorisation administrative de travailler, mais sans autorisation administrative de travailler, ça renseigne un peu plus sur la réalité. Parce que c'est important, parce que les personnes qui n'ont pas d'autorisation administrative de travailler, si elles obtiennent pendant leur séjour en ACT un titre de séjour, elles sont autorisées à travailler après. Et on le voit après chez les sortants avec des gens qui ont accès à l'emploi. Donc ça, c'est important, voilà, de préciser. L'autorisation administrative de travailler, c'est vraiment vis-à-vis des étrangers. L'admission, on vous demande le nombre d'entretiens de préadmission que vous avez fait dans l'année, tout simplement. Alors, arrive un item qui est un peu, je pense, un peu compliqué, enfin, qui doit vous prendre du temps à remplir, qui est le nombre d'entretiens individuels qu'a fait le médecin, l'infirmier, le psychologue. Alors ça, c'est vous qui définissez ce que c'est qu'un entretien individuel. Il n'y a pas de norme. Je peux pas, pour certains, c'est un simple entretien téléphonique, pour d'autres, c'est au moins 1 heure. Ça, c'est à vous de le définir. Mais si vous me définissez, ce qui est important, c'est que si vous me mettez un nombre chez le médecin, c'est que dans votre équipe, il y avait un médecin. Parce que des fois, justement, c'est là où je ne comprends plus, c'est quand on me dit que dans l'équipe, il n'y avait pas d'ETP médecin, donc pour moi, il n'y a pas de médecin, et on me dit que le médecin, il a fait 100 entretiens. Donc, je me dis que ça a été mal rempli, les ETP, ou que c'était des vacations, c'est là que je ne comprends plus. Donc, ce qui est important, c'est qu'on remplit que si on a bien le personnel dans l'équipe, dans son équipe, médecin, infirmier, psychologue. Et ce qui est bien à côté, c'est de mettre le nombre de résidents concernés pour voir si la totalité des résidents ont accès au médecin ou non. Alors, généralement, pour le médecin, l'infirmier, la totalité des résidents. Mais pour le psychologue, ce n'est pas vrai. Tous les résidents n'ont pas besoin d'aller voir le psychologue. Tous les résidents, ils n'ont pas forcément besoin ils n'ont pas eu besoin, cette année-là, de l'assistance sociale, l'assistance service social. Mais peut-être qu'ils en auront besoin l'année d'après. C'est pas, voilà. Donc là, c'est important de remplir les 2 cases et que surtout que ça soit rempli dans les ETP, dans l'équipe salariale. Jérémy, il y a une question dans le chat sur l'item précédent, une question d'Alexandra Perrault. Bonjour Alexandra. Oui. Il est indiqué de mettre une seule situation professionnelle pour les personnes rentrant dans plusieurs cases. Est-ce que tu peux préciser? Oui, c'est vrai. De même pour les ressources. Pour la ressource, je vous demande, il y a des gens qui ont un emploi et qui touchent la hache. Moi, je vous demande la ressource principale. Donc, entre l'emploi et la hache, vous regardez quelle est la ressource la plus importante. Si c'est un complément d'AH, 200 € d'AH parce qu'il a un salaire de 600 €, c'est plutôt le salaire, la ressource principale. Mais si c'est l'AH qui est plus important, c'est l'AH la ressource principale. Donc là, c'est vraiment une seule ressource, la ressource principale, parce qu'on peut très bien avoir des aides en plus, des aides de prestations sociales, etc. Donc là, c'est la ressource principale. Et dans l'emploi, de même, dans l'emploi, on peut imaginer qu'on est en temps partiel et on est aussi en formation, j'en sais rien, on peut imaginer qu'on pourrait avoir 2 situations professionnelles différentes, encore que, voilà. Donc là, c'est pareil, on met la situation professionnelle la plus importante. En tout cas. Voilà, je ne sais pas trop si elle veut préciser sa question, parce que sur la situation professionnelle, j'ai du mal à voir comment on peut en avoir 2. Mais je l'ai indiqué une seule situation par personne, oui, parce que j'ai dû avoir le cas. J'ai déjà dû avoir le cas, on m'a mis 2 situations. Ça ne correspondait pas, j'avais plus de situations personnelles que de personnes. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc on indique une seule. Et voilà, un étudiant qui aura un emploi à temps partiel, ben, soit il est étudiant, généralement il est étudiant principalement, plutôt qu'un emploi à temps partiel. Le nombre d'accompagnements de résidents pour une démarche extérieure. Donc ça, c'est tous les résidents qui ont été accompagnés par l'équipe de l'ACT à un rendez-vous extérieur. Donc là, on met le nombre de démarches extérieures. Mais ce qui est important, c'est de me dire le nombre de résidents concernés. Ça ne sert à rien de le remplir si vous ne connaissez pas le nombre de résidents. Ça me fait faire des calculs, c'est compliqué pour moi, parce que je fais au plus juste, je fais vraiment, comme me dit Bérangère, de la dentelle, pour ne pas me tromper sur les chiffres. Et donc, je dois revenir dessus. Donc,
là, il faut vraiment indiquer les deux cases ensemble. S'il y a une des deux cases que vous ne connaissez pas, il faut remplir aucune des cases. Et après, dans un commentaire, vous pouvez toujours dire il me manquait une donnée, donc je n'ai pas rempli, mais on a fait tant de démarches, si vous voulez, voilà, tant de démarches. Vous pouvez toujours mettre des choses dans des commentaires. Existe-t-il un service de suivi après la sortie? Donc, est-ce qu'il y a un service de suivi qui est formalisé dans l'établissement pour suivre les personnes qui sortent? Si oui, le nombre de personnes qui ont bénéficié ont suivi d'un suivi. Voilà, mais ce que j'ai, parfois j'ai un nom ici et j'ai quand même des gens qui ont été suivis. Donc, ça ne me dérange pas. Hein. Je prends en compte, on peut ne pas avoir de service de suivi formalisé et quand même suivre les personnes. Donc ça ne me dérange pas si on me met nom ici et qu'on on me met un nombre ici. Voilà. Et donc là, si je dis qu'il y en a 3 qui ont été suivis, ces 3, est-ce qu'elles ont été suivies 1 à 3 mois, 3 à 6 mois, 6 à 12 mois? Parmi ces 3-là. Donc, ça peut être 1 à 1, ça peut être 3, 0, 0. Et c'est bien d'indiquer le type de suivi. Parce que le type de suivi, c'est notamment en faisant l'analyse du type de suivi il y a 3-4 ans qu'on avait intéressé la DGS sur les ACT hors les murs. Parce que la DGS, la première fois qu'elle est partie sur les ACT hors les murs, c'était pour le suivi des résidents, justement. Elle envisageait, première idée, c'était plutôt les ACT hors les murs pour le suivi des résidents. Nous, ce n'était pas forcément notre idée première sur les ACT hors les murs, mais c'est comme ça qu'elle l'avait envisagé, et c'est parce qu'on lui avait montré tout ce qui était fait dans les ACT sur le suivi des résidents. Et l'accompagnement autant social, l'aide à l'intégration dans le nouvel hébergement, plein de choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut exploiter. Oui, donc il y a le suivi social, le suivi médical, l'accompagnement quotidien, le suivi administratif, voilà, il y a plein de choses comme ça. L'intervention des prestataires extérieurs. Donc là, c'est vraiment, les ACT ne font pas de soins. On fait de la coordination de soins. Donc normalement, dans son équipe, on n'a pas d'infirmier qui fait du soin, et on n'a pas de médecin qui vient faire du soin aux résidents. Et donc, il y a des professionnels extérieurs qui interviennent directement auprès des résidents. Et là, on vous demande juste le nombre de résidents qui sont concernés par différents types d'interventions. Donc, vous pouvez en rajouter d'autres. Donc, je ne sais pas, vous avez 3 résidents qui sont suivis par un kiné. Donc là, on parle bien des infirmiers à domicile, ceux qui ont un appareillage médicalisé dans la CT, mais ceux qui ont une aide médico-psychologique, la kiné, des diététiciens, mais il y a plein d'autres, on peut en mettre plein d'autres, c'est les principaux qui reviennent le plus souvent. Qui interviennent à la CT ou si... Alors, ils peuvent, pour les infirmiers, on vous demande vraiment les infirmiers qui interviennent à la CT. L'hospitalisation à domicile, c'est qui interviennent à la CT. Mais pour les autres, kinés, diététiciens, non. Ce n'est pas ceux qui interviennent à la CT. Ça peut être ceux qui interviennent à la CT, ils peuvent intervenir à la CT. Mais on peut bénéficier d'un kiné et ne pas voilà. Pourquoi? Parce qu'un infirmier, bénéficier d'un infirmier, souvent c'est à domicile, et quand ce n'est pas à domicile, c'est un peu comme tout le monde. Ce n'est pas une particularité des résidents. Voilà. C'est de même, est-ce qu'il y a un service d'interprétariat qui vient ou qui vous aide dans votre travail, c'est dans votre travail, ou qui aide le résident dans ses démarches administratives? Est-ce qu'il y a un conseiller emploi, insertion, accès à la formation, alphabétisation, donc c'est bien le nombre de résidents. Et ceux qui bénéficient d'un juriste, alors juriste, ça peut être un avocat, ça peut être un juriste, un conseiller fiscal, je ne sais pas. Voilà. La CIMAD, par exemple. Et puis, il peut y avoir d'autres, des fois on me met tutelle, curatelle, des choses comme ça. Donc après, on vous demande, c'est plutôt la DGS là, qui vous demande de remplir ça, les modalités d'intervention spécifiques pour l'accueil des personnes sous main de justice. Et puis un descriptif qualitatif de l'activité, ça, vous pouvez mettre des commentaires comme vous voulez pour préciser des choses sur votre activité. Le SPIP aussi, oui, dans les intervenants extérieurs, vous pouvez me mettre aussi le SPIP. Le SPIP peut intervenir, ou alors les personnes peuvent y aller. Et donc, on peut préciser SPIP. Alors, les candidatures. Les candidatures, ça demande du travail, surtout pour Paris, ou dans les grandes villes. Il faut suivre le nombre de candidatures qu'on a reçues et qu'on détaille par genre, femmes, hommes, transgenres ou intersexes, et les mineurs. Donc ça, c'est vraiment les dossiers qu'on a reçus.
J'ai reçu 30 dossiers de candidature d'une femme, 40 d'un homme, 5 d'un mineur. Ce qui est souvent très mal rempli, c'est celui du dessous. Celui de dessous, j'ai mis une petite phrase pour l'expliquer en bleu, là, mais de dessous, j'avais 30 candidatures de femmes. Parmi ces 30 candidatures de femmes, combien de candidatures de femmes mentionnaient un accompagnant? Et ce n'est pas l'accompagnant qui doit être une femme. C'est parmi ces 30 dossiers-là, il y avait 5 dossiers de femmes qui étaient accompagnés soit par un mineur, soit par un autre adulte, femme ou homme, mais ça fait 5 dossiers de femmes où il y avait un accompagnant. Et donc, au total, là, j'ai le nombre de dossiers de candidature qui mentionnaient un accompagnant. Donc, normalement, dans les mineurs, si on a 5 dossiers de candidature de mineurs, dans la logique, on devrait avoir 5 dossiers de mineurs avec candidature. Avec accompagnant, pardon. Avec accompagnant. Parce que normalement, on ne reçoit pas des mineurs non accompagnés. Alors, ça peut être un motif de refus. Hein. On peut me mettre 4, ça peut être un motif de refus. Mais je sais que c'est mal renseigné ici, parce que parfois, j'ai 0 dossier de mineurs, et dans le nombre de candidatures avec accompagnant, j'ai 10 mineurs. Donc, je vois bien que la personne, elle n'a pas compris la question. Elle m'a rempli le nombre de... Elle m'a donné le genre des accompagnants. Ce n'est pas du tout ce qu'on demande. On demande le genre des candidatures avec accompagnant. On vous demande la pathologie chronique et donc, quand il y a plusieurs pathologies chroniques, là, on ne vous en demande qu'une. C'est à vous. Alors, parfois, soit le médecin connaît bien le dossier, il dit, bon, c'est plutôt la problématique, ce sera plutôt lui, le cancer, que le VIH, par exemple. Ce sera plutôt l'hépatite B que l'hépatite C, qui est sa problématique immédiate pour laquelle il faut vraiment le prendre. Soit parfois, c'est un peu, c'est pas si évident que ça, mais on vous demande une seule pathologie, puisque le total à la fin doit correspondre, des candidatures doit correspondre au nombre de candidatures femmes, au nombre de candidatures hommes, au nombre de mineurs. Sur les pathologies, il y a les toxicomanies hors alcool, donc vous pouvez très bien rajouter ici les dépendances à l'alcool, par exemple les troubles de l'usage de l'alcool, vous pouvez très bien le rajouter, vous pouvez en rajouter des pathologies. Ce n'est pas la peine de me donner, alors souvent c'est les médecins qui le remplissent, des fois ils me donnent le nom exact de la pathologie. Donc moi je le fais, hein, mais je vais chercher, je regarde ce que c'est sur Internet, et puis c'est moi qui vais le mettre, c'est une maladie auto-immune, c'est plutôt une maladie digestive, c'est plutôt, voilà. Mais on vous donne des grandes catégories. En fait, on vous donne, à part la drépanocytose, la plupart du temps, c'est des grandes catégories de troubles. Maladie auto-immune, il y en a plusieurs. Maladie hématologique, il y en a plusieurs. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément la peine de me préciser vraiment la pathologie exacte, mais plutôt me dire le type de pathologie que c'est. Une pathologie endocrinienne, des choses comme ça. Ce qui est important quand vous suivez les candidatures, dans les dossiers de candidature, c'est le genre, la pathologie, mais de noter aussi celle qui est atteinte de plusieurs pathologies. Parce que je vous demande de me remplir une seule pathologie, mais si vous savez que la personne a plusieurs pathologies chroniques, c'est bien, on veut le chiffre global. On veut savoir à peu près combien de candidatures pour les ACT, parce que le chiffre est assez élevé. Et donc ça, c'est toujours important quand on va voir la DGS de dire, oui, mais regardez, les ACT quand même, c'est sur des situations quand même qui sont très complexes, situations vraiment complexes. Il y a quand même beaucoup de candidatures avec beaucoup de pathologies, de plusieurs pathologies pour la même personne, et de même de mettre les conduites addictives. Donc normalement, les conduites addictives, ce que vous me mettez ici, c'est forcément supérieur à ce que vous avez écrit là. Là, on peut avoir une candidature pour une toxicomanie, on peut avoir une candidature pour une dépendance à l'alcool, mais ça peut très bien être une comorbidité. Donc, normalement, si on m'a mis 10 ici, 10 toxicomanies et 5 alcools, je dois avoir au moins 15 personnes ici qui étaient un motif de candidature était une addiction. Mais ça peut être aussi celle qui avait une addiction en copathologie dans le dossier. Dans le dossier, on vous a mis qu'il avait le VIH et une toxicomanie. Bon, ça rentre dans cette case. Donc, ça ferait une 16e personne. Vous l'avez mis en VIH en maladie principale, puis la toxicomanie, elle rentre ici. Parce que c'est quand même des motifs de candidature. Le nombre de personnes admises, ça, c'est celles qui ont été admises dans l'année. Donc, c'est déjà rempli, parce que vous l'avez déjà rempli tout en haut. Là, on vous demande celles qui ont été admises sur liste d'attente. Bon, voilà. C'est équivalent. Ça peut être équivalent ou non.
Et là, on vous demande la répartition des personnes admises dans l'année selon le service orientateur. Donc là aussi, j'ai quelques erreurs. C'est vraiment que les personnes admises. On ne vous demande pas l'origine de toutes les candidatures. On ne vous demande pas de suivre ça. C'est vraiment que les personnes admises, d'où elles venaient. Et si on ne l'a pas, autant ne rien écrire, ne pas le mettre. Si vous avez que des candidatures, si vous avez fait l'ensemble des candidatures, vaut mieux ne pas le mettre, ça m'évite de faire des erreurs. Mais vraiment là, c'est que les personnes admises. C'est une information qui est plus facile à obtenir. Les refus d'admission dans l'année. Donc, normalement, les refus d'admission dans l'année sont calculés parce que c'est le nombre de candidatures que vous avez reçues moins le nombre de personnes admises. Et toutes les autres, c'est des refus. Alors, certains, vous m'écrivez, elle n'a pas été refusée, elle a été mise sur liste d'attente. Sur liste d'attente, pour moi, c'est un refus dans l'année, c'est un refus d'admission pour manque de place. Sur liste d'attente, c'est un refus d'admission pour manque de place en 2021. Et et si elle est rentrée en 2022, elle sera intégrée en 2022. Ça sera une personne admise en 2022. Mais en 2021, dans l'année de référence, si vous l'avez mis en liste d'attente, c'est bien que vous vouliez la prendre, mais vous n'avez pas de place. Donc, c'est bien un refus d'admission pour une absence de place disponible. Donc là, je ne sais pas si vous avez des questions, mais là, il y a tout un ensemble de critères. Donc, ça peut être parce que la personne nécessite une prise en charge hospitalière, donc une prise en charge importante, parce qu'elle a des conduites addictives qui sont trop importantes pour la structure, parce qu'elle a des comorbidités psychiatriques qui sont trop importantes pour la structure, car le dossier est hors critères médicaux. Donc, on a précisé ce que c'est que hors critères médicaux. Soit il n'y a pas de pathologie chronique, soit il n'y a pas de pathologie du tout, ça arrive, soit il n'y a pas de nécessité de coordination médicale, puisqu'on doit faire de la coordination médicale. Donc, s'il n'y a pas de nécessité de coordination médicale, normalement, il est hors critères médicaux. Ça peut être des refus parce que les modalités d'accueil ne permettent pas d'accueillir la personne. Par exemple, vous n'acceptez pas la présence d'un animal et elle a un animal. La personne a des accompagnants et vous n'avez que des logements, des T1 de 10 mètres carrés, vous n'allez pas, généralement, vous ne prenez pas les personnes avec accompagnants. La personne est vraiment, vous n'avez plus d'hébergement PMR et la personne a besoin d'un hébergement PMR. Donc ça, c'est vraiment les modalités d'accueil qui ne permettent pas de recevoir la personne. Et enfin, il y a tout un ensemble de refus qui sont le dossier est incomplet, la personne n'a pas donné suite, une autre solution a été trouvée, la personne a refusé. Tout ça, c'est ça vient du demandeur. Et le demandeur, finalement, il n'est pas venu, mais ça vient de lui, on ne sait pas bien pourquoi, ce qui s'est passé. Mais ça, c'est ça ce qu'il faut remplir. Le dossier peut être hors critères en fonction du projet d'établissement. On a quelques établissements qui ont des projets d'établissement très spécifiques, par exemple, femmes transsexuelles. Voilà. Donc, à ce moment-là, je comprends bien que si c'est un homme non transsexuel qui candidate, il ne va pas rentrer dans l'établissement. On a laissé hors critères d'âge trop jeune ou trop âgé, mais normalement, c'est quelque chose qu'on ne devrait plus rencontrer vu qu'il n'y a plus de critères d'âge dans le nouveau décret, dans la circulaire. Donc, on peut, même les personnes très âgées peuvent rentrer en ACT et les personnes très jeunes peuvent rentrer en ACT. Donc, c'est quelque chose qui devrait disparaître au fur et à mesure. Mais ceci dit, ça peut être vous pouvez le mettre, si vous l'avez fait, vous pouvez l'écrire et ça sera une occasion de discuter avec l'autorité, si jamais elles s'en aperçoivent, vos tutelles, si elles s'en aperçoivent, et qu'elles vous disent mais pourquoi, qu'elles vous demandent des explications. Jérémy, on a une petite remarque de Sandrine. C'est gênant de considérer comme refusées des personnes que nous inscrivons sur liste d'attente. Mais alors, si ça vous gêne, parce que c'est le même document que vous envoyez à l'ARS, à ce moment-là, vous précisez bien dans autres commentaires ou en commentaire, vous me dites parmi les, vous m'écrivez si ça ne fait pas le bon total, soit vous l'écrivez là, 5 personnes admises sur liste d'attente, donc elles n'ont pas été admises pour que ça fasse le bon total, soit vous écrivez quelque chose dans les commentaires, si vous ne voulez pas l'écrire comme ça. Mais il faut me le préciser. Donc ça dépend quel usage on veut en faire. Si c'est pour nous, si vous l'envoyez qu'à nous, la fédération, nous, on ne va pas regarder ça. Ce n'est pas un document qu'on rend public. Il n'y a que moi qui les regarde et je n'en fais pas la publicité. Donc, ce n'est pas dérangeant. Mais si, effectivement, c'est un document
ne voulez pas modifier et que vous envoyez à d'autres partenaires et que ça vous gêne, je le comprends. À ce moment-là, vous le précisez bien dans autre. Mais en tout cas, sachez que moi, je vais de toute façon, moi, dans mes chiffres, je vais l'interpréter comme un refus, comme un manque de place disponible dans l'année. Non, je n'ai pas fini, je voulais dire. Alors, il y a des personnes qui sont refusées parce qu'elles sont gérées dans un autre département ou d'une autre région. Ça reste faible, mais des fois, c'est des critères qui existent. Sachant que la DGS précise que le dispositif est vraiment national et que normalement, ça ne peut pas être un critère de refus parce que le dispositif est national et que les ARS ne peuvent pas vous faire pression normalement là-dessus. Mais ceci dit, c'est toujours, c'est intéressant de l'écrire parce qu'on peut s'apercevoir, on peut se demander si la région, du coup, elle ne fait pas pression, si on se rend compte que dans une même région, ça, c'est un critère qui augmente. Voilà. Nombre de refus car la personne est sans ressources ou en situation irrégulière. Alors, je vois bien que dans toutes les structures, il y a des personnes qui sont acceptées, qui sont sans ressources ou en situation régulière. Mais je sais bien aussi, c'est pour ça qu'on le laisse, que parfois, c'est un équilibre à trouver entre celles qui sont entre les personnes avec ressources ou sans ressources, les personnes avec situation régulière ou autre. Je sais bien qu'on ne peut pas non plus forcément remplir le dispositif que de personnes en situation irrégulière, parce qu'on va avoir des problèmes sur le turnover des personnes, etc. Donc, je sais que c'est un équilibre à trouver entre les personnes et que donc, ça peut être un critère de refus. Sans perspective de sortie, c'est pareil, c'est un critère normalement qui disparaît de plus en plus, qu'on ne devrait pas trouver, mais c'est des personnes où la structure, elle a l'impression que la personne, elle va rentrer, mais qu'au vu de sa situation, elle ne pourra jamais sortir. Voilà, bon. C'est quelque chose que je rencontre de temps en temps. La personne est décédée, ça peut arriver. Et puis, il y a un nouveau critère de refus qui apparaît, donc là, vous pouvez le mettre dans les autres, qui est, on a refusé la personne, pas parce qu'elle a besoin d'une prise en charge hospitalière, mais parce qu'il y a une prise en charge sur l'autonomie qui n'est pas possible. C'est plutôt devrait l'accueillir. Donc ça, dans les autres, c'est plutôt une situation adaptée à une autre structure. Après, vous pouvez préciser laquelle vous pensez, un LAM, LHSS, j'en sais rien, foyer d'accueil, un MAS, je ne sais pas. L'âge, bon, l'âge, moins de 20 ans, ça, il n'y a pas de souci, les tranches d'âge. L'origine géographique, normalement, il n'y a pas de souci. Dans le département, vient d'autres régions, ou alors on ne sait pas du tout, il n'y a pas de domiciliation, ça peut arriver, on ne sait pas du tout d'où elle vient. Et puis, de dire si elle avait un hébergement durable, un hébergement provisoire ou précaire, ou si elle était sans hébergement à l'entrée. Donc ça aussi, c'est important de le remplir. Parce que le durable, c'est un de nos arguments pour les ACT hors les murs, notamment. De dire qu'il y a des gens qui avaient un hébergement durable qui sont rentrés en ACT. Une prison, c'est quoi? La prison, hein, c'est du précaire. Hein. C'est précisé, les personnes sortant de prison doivent être enseignées à logement provisoire ou précaire. C'était une demande de la DGS. C'est vraiment la DGS qui avait demandé que ce soit inscrit ici. Après, si les personnes sont célibataires, union libre, mariées, il n'y a pas de souci. Le nombre de résidents qui étaient sous main de justice sortant de prison a indiqué, et là, m'indiquait si vous mettez, il y avait 2 résidents, mais il y avait peut-être un avec un aménagement de peine, un qui était libéré. Donc là, le total doit correspondre au nombre de résidents sous main de justice. Là, enfin, on arrive aux pathologies. Donc ça, c'est de mieux en mieux rempli. Donc le total des femmes doit correspondre à votre file active de femmes. À la fin, le total d'hommes doit correspondre à la file active des hommes, etc. Et là, on vous demande d'indiquer une pathologie principale. Donc ça, c'est au médecin de voir quelle est la pathologie qu'il estime principale. Avant, pendant longtemps, quand une personne avait le VIH et un cancer, c'est le VIH qui était en premier. Mais maintenant, on voit que ça change. On voit apparaître des VIH en copathologie. Et je peux le comprendre, hein, le VIH peut être complètement stabilisé et c'est le cancer qui est vraiment une difficulté. Donc là, une pathologie à remplir. Et vous n'allez pas retrouver dans les pathologies, qu'est-ce qu'il y a? Si vous retrouvez les conduites addictives, donc après vous pouvez en changer, vous pouvez remplir, hein, vous pouvez avoir l'alcool, d'autres choses ici. Et ce qu'on vous demande après, c'est de nous dire parmi le nombre de résidents, combien avaient une comorbidité. Mais attention, hein, c'est bien écrit hors addiction, éthylisme et handicap. Les comorbidités, c'est bien des comorbidités chroniques.
des maladies chroniques, dont l'obésité d'ailleurs. Et à ce moment-là, et après, on vous demande de nous mettre le nom des personnes qui avaient les comorbidités citées. Et là, on peut mettre plusieurs comorbidités à la même personne. Une personne peut avoir le VIH en pathologie principale et avoir l'hépatite B et l'hépatite C en copathologie. Ou un cancer en pathologie principale et avoir un diabète, un trouble psychiatrique et une addiction, et on l'a quand même mis addiction même, en copathologie. Okay, donc là, vous pouvez mettre plusieurs pathologies. Pour la même personne, il y a plusieurs copathologies. Donc là, le total ne correspond pas du tout à la file active. Mais ça, c'est vrai que pour les comorbidités. Juste, je vous demande de faire attention. Et ça, c'est vraiment le nombre de résidents qui ont plusieurs comorbidités. C'est vraiment important de le remplir. C'est vraiment de faire attention de ne pas mettre ici l'addiction et le handicap, parce que l'addiction et le handicap, on le traite à part. Donc vraiment ceux qui ont plusieurs pathologies chroniques. C'est très important de le mettre, parce que c'est pareil, dans les discussions avec la DGS, on peut montrer que les résidents d'ACT, ils ont vraiment des situations complexes. Donc pourquoi je vous demande de ne pas le mettre? Parce que pour les addictions, de ne pas le mettre dans les comorbidités, dans cette case comorbidité, parce que les addictions, on va les traiter ici. Toutes les personnes qui ont des addictions, que ce soit une pathologie chronique ou une comorbidité, vous pouvez le mettre ici. Et une personne peut très bien avoir un usage à risque de substances psychoactives et un usage à risque d'alcool. Donc là, c'est pareil, il peut y avoir plusieurs problèmes d'addiction pour une seule personne. Voilà. Le handicap, le nombre de résidents ayant un handicap reconnu par la MDPH. Ça, c'est un item qui a été créé par l'ARS Île-de-France. Ça veut dire qu'il y a au moins une notification de la MDPH qui est arrivée. Alors, est-ce que c'est l'AAH, est-ce que c'est la RQTH? Ce n'est pas précisé. Mais il y a au moins une notification. Est-ce que c'est une carte de mobilité, une carte de mobilité inclusion? Voilà. Il y a au moins une reconnaissance handicap MDPH. C'est ce que ça veut dire. Ça ne parle pas du tout d'autonomie des personnes, ça ne parle pas du tout de savoir si c'est une personne à mobilité réduite ou une déficience sensorielle. Non, c'est vraiment la reconnaissance par la MDPH. Et puis, on arrive au nombre de sortants. Donc, le nombre de sortants, on l'a déjà renseigné au tout départ. Donc, ça, c'est déjà renseigné. Et après, on vous demande de préciser ces sortants, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Alors, logement autonome, il n'y a pas de souci pour remplir. Ce qui m'inquiète un peu, ce qui m'embête un peu souvent, c'est que quand une personne a été exclue ou quand elle est partie de sa propre initiative, souvent, vous m'écrivez dans « Autres », exclu 1, rupture à son initiative 1, elle est partie d'elle-même 1. Et ça me dérange un peu parce que ce n'est pas parce qu'on a été exclu ou qu'on est parti de sa propre initiative qu'on n'a pas intégré un logement autonome ou qu'on n'a pas été hébergé provisoirement en hôtel chez quelqu'un ou qu'on ne s'est pas retrouvé à la rue. Et je ne sais pas quoi en faire du coup. Donc, ce qui serait bien, c'est de ne pas le mettre, c'est d'essayer de me dire effectivement ce qu'elles sont devenues. Alors, si c'est écrit, si vous ne savez pas, ne sait pas, vous avez la case, ne sait pas, on peut le mettre ici, ne sait pas, mais évitez de me mettre exclusion ou quelque chose. Par contre, vous pouvez très bien me dire, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Sans solution, elle est partie à la rue. Ça, vous pouvez le préciser dans autre. Sans solution, une personne. Si vous pensez qu'elle est vraiment, si vous pensez à 90% qu'elle n'avait aucune solution, voilà. Mais si vous ne savez pas, vous mettez non renseigné. Là, le total ici, quand vous allez remplir tout ça, le total, vous allez avoir toujours cet item ici qui va apparaître parce que le total peut ne pas correspondre aux 4 personnes parce que vous n'avez pas encore renseigné cette case. Par exemple, j'avais 4 sortants, je remplis, j'avais 4 sortants, 2 qui sont partis en logement autonome direct, 1 qui est parti en CHRS, voilà, ça fait 3, c'est mes sortants. J'ai toujours, ça ne correspond pas à mes 4 personnes que j'avais indiquées qui étaient sortantes au tout début du RASA. Pourquoi? Parce que j'ai eu un décès. Donc, dès que je remplis mon décès, l'alerte, elle tombe. Donc là, dans les sortants, on comprend bien, il y a bien les décès qui sont compris, c'est une case à part. Et puis, on vous demande après le nombre de personnes qui ont, parmi toutes ces personnes qui sont sorties, ces 4-là, on a la case spécifique pour ça, lesquelles ont rompu leur contrat d'accompagnement à leur initiative. Ça veut dire que ce n'était pas prévu dans le projet, ce n'était pas prévu avec l'équipe. Avec l'équipe, vous avez prévu avec elle de travailler. Ce n'est pas une sortie programmée. C'est vraiment quelqu'un qui a décidé de rompre et qui est parti, quoi. Ça a surpris tout le monde, puis elle est partie. Ou ça n'a pas surpris parce qu'elle menaçait de le faire, mais elle est vraiment partie, mais ce n'était pas le projet d'accompagnement qui était défini avec elle.
Donc, ça peut être 0 ou 1. Et puis là, les personnes, on vous demande des personnes qui ont été exclues et on vous demande le motif. Donc, ça peut être violence, ça peut être non-respect du règlement, ça peut être plein de choses. Donc, ça peut être 0, 1, entre 1 et 4. On demande le nombre de résidents présents au 31-12 dans la CT. Donc, au 31-12 de l'année considérée. Donc, pas l'année où vous remplissez, hein, mais de l'année sur laquelle vous travaillez. N-1, donc là, ce sera 2021. Ben, combien de résidents au 31-12 qui sont présents? Ils sont là depuis moins de 6 mois, de 6 à 12 mois, de 12 à 18 mois, 18 à 24 mois, plus de 24 mois. Voilà. Logiquement, moins de 6 mois et plus de 6 à 12 mois, ça ne peut pas être plus grand que le nombre d'entrants. Et puis, les nombres de personnes qui sont sorties dans l'année, il faut nous dire, celles qui sont sorties dans l'année, ben, combien de temps elles ont résidé dans la CT. Voilà. Je reviens juste un peu avant. Ce que vous pouvez préciser maintenant, ce qui est intéressant dans Autres, ben, vous pouvez mettre, elle est partie en ACT hors les murs. Ça, c'est intéressant dans Autres. Elle est partie en LAM ou en LHSS, c'est aussi intéressant. Dans les Autres, il ne faut pas hésiter à mettre, plutôt que de mettre dans une structure médicale, plutôt que de dire oui. Dans Autres, là, vous pouvez préciser dans les sorties, hein, ACT hors les murs, et même dans les provenances, la provenance des dossiers, vous pouvez l'écrire dans Autres, ben, elle est venue d'un ACT hors les murs, elle est venue d'un LAM, elle est venue d'un LHSS. C'est des choses intéressantes, comme ça on peut faire des liens entre les dispositifs. Je vous demande là un calcul plus précis, c'est la durée moyenne de séjour des personnes sorties dans l'année. Donc là, c'est vraiment, on prend la date d'entrée, on prend la date de sortie et on compte le nombre de jours. Merci. Et on compte le nombre de jours pour chaque personne. Donc, le nombre de jours pour chaque. Donc, il y a 4 sortants. Il y en a un qui est resté 100 jours, un qui est resté 200 jours, un qui est resté 1000 jours et un qui est resté 3 jours. Donc, ça fait 1303, tout ça. Et je divise par le nombre de sortants, par 4. Ça me donne la durée moyenne en jours. Voilà le calcul qu'on vous demande. Donc, date d'entrée, date de sortie, on compte le nombre de jours. Et on additionne pour chaque sortant, on additionne ces jours et on divise par le nombre de sortants. Et de même, le taux d'occupation, on vous demande le nombre de journées d'occupation divisé par le nombre de journées autorisées, en sachant qu'en cas d'hospitalisation temporaire, par exemple, c'est pas une... Est-ce qu'on est les seuls à plus entendre Jérémy? Moi non plus. Non, on n'entend plus, non. Non, Ouais, on il a n'entend dû plus non perdre, plus. la connexion. Il y avait un Donc, petit souci dans un moment d'Internet. Ouais. Il n'est pas loin, hein, pourtant. En attendant, je vais vous relayer une question que se posait. Alors, c'est un cas particulier de façon générale, pas sur un item précis, mais que relevait Fabrice par rapport au guichet unique de Paris, mais je pensais peut-être également à Lyon. Est-ce que, pour éviter les doublons, est-ce qu'ils doivent remplir uniquement les ACT, le fichier, le RASA pour le guichet unique, ou chaque structure faisant partie du guichet unique doit renvoyer son propre RASA? Ouais. Coucou, Jérémy. Oui. Du coup, Alors, je en attendant, repartage. je posais une question, je partageais une question que posait Fabrice concernant, pour éviter les doublons, concernant le cas particulier des guichets uniques. Est-ce que pour Paris et puis peut-être pour Lyon, est-ce que simplement maintenant tu as besoin du RASA, du simple guichet unique, ou chacun des établissements doit te renvoyer en complément également le RASA? Non, l'idéal, c'est que vous entendiez qu'il y ait un des acteurs du guichet unique qui me remplisse les candidatures et les autres ne remplissent rien. Ça, c'est l'idéal. Ou alors, vous m'indiquez que c'est le guichet unique. Dans les commentaires, vous m'indiquez que c'est le guichet unique. Demandez les données du guichet unique. Parce que ça, pour Paris, je les ai, les données du guichet unique. Je les récupère et donc je les rentre. Et pour Auvergne-Rhône-Alpes, je ne sais pas encore comment ça se passe. Ouais, à Lyon, c'est Basiliade qui Ouais, sur la coordination, donc on remplira le fichier. Il y a pas de... Donc, il faut me dire, donc c'est Basiliade qui le fera, qui remplira, et les autres, bah, vous ne remplissez pas les candidatures. Et vous indiquez dans les commentaires, on est dans le guichet unique Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà.
ça m'évite effectivement d'avoir je fais attention à ça. Hein. J'élimine les candidatures, mais ça me demande du coup du travail d'aller chercher les données, des effacer. Merci. Voilà. Donc, sur ce rapport, donc là, vous voyez, il faut que 40%, ça ne marche pas. Hein, il faut que j'écrive 0,4. Ça fonctionne. Et 40, ça ne fonctionnera pas. Mon taux d'occupation, ce n'est pas un taux d'occupation qu'on rencontre. On aurait dû mettre 0,9 ou 0,96. Mais... voilà pour celui-là. Donc, ceux qui n'ont que celui-là à remplir, si vous n'avez pas d'autres questions, c'est très bien, parce que maintenant, je vais pouvoir passer au rasa hors les murs. Alors, le rasa hors les murs, c'est à peu près la même question. Je vais passer que les questions très spécifiques au rasa hors les murs. Donc, ceux qui veulent ouvrir des places rasa hors les murs, vous pouvez rester aussi pour voir les spécificités du dispositif. Et je vous invite, parce que je suis assez, je le dis, assez fier, je pense, du bilan hors les murs qu'on a mis en annexe dans le bilan national des ACT qu'on a publié. Dans l'annexe, c'est l'annexe 2 ou 3, il y a le bilan des ACT hors les murs qu'on avait déjà diffusé auparavant. Et j'en suis assez fier. Je pense que c'est un bilan qui permet vraiment aux structures qui veulent ouvrir des places de comprendre comment les autres fonctionnent. Et c'est un bilan qui permet aussi à sa lecture de comprendre comment les ACT fonctionnent. En fait. Les ACT de manière générale, comment ils fonctionnent. Donc, c'est un outil qui peut être intéressant pour les partenaires aussi. Donc, je vous invite à le lire, le rapport des ACT hors les murs, qui ne fait pas 260 pages comme le pavé du bilan, il ne fait qu'une trentaine de pages, celui-là. Jérémy, on a quelques questions. Oui. Ah, on a quelques questions. Il y a également, en effet, un guichet unique dans le 93. En effet, on l'a bien aussi dans notre radar. Donc, il faudra procéder de la même manière que pour le 75 et pour le guichet de Lyon. Oui. Quand vous dites hors les murs, vous comptez également des places à domicile. Oui, en effet, quand on parle de hors les murs, on pense aux 3 modalités d'intervention, c'est-à-dire au domicile des personnes, dans les différents établissements sociaux et médico-sociaux et à la rue. Je crois qu'on avait une question, une main levée de Gérard. Oui, bonjour tout le monde. En fait, moi, je revenais juste sur un des items qui motive les refus, puisque à l'occasion d'un dialogue de gestion avec l'ARS du 77, je me suis fait méchamment retoquer sur cet item. Ça ne m'a pas traumatisé, mais en fait, je comprends leur positionnement. Et l'item en question, c'est refus par manque de projet de sortie. Donc là, ils ont été complètement choqués. Ils me l'ont fait savoir avec véhémence. Comment pouvait-on refuser quelqu'un pour absence de projet de sortie, puisque c'est aussi une des missions des ACT. Voilà, je tenais à vous en faire part. Oui, alors en fait, tous les motifs de refus, ce n'est pas uniquement les motifs de refus légaux, c'est tous les motifs qui étaient rencontrés dans les RASA avant, donc ce qui revenait le plus souvent. Et il y avait ce motif qui arrivait. Donc je trouve que là, pour le coup, l'autorité était plutôt… donc, ce n'est pas les motifs de refus autorisés, c'est la pratique. C'est les gens qui la pratiquent. Et la pratique n'est pas forcément bonne. Et là, je trouve que du coup, la tutelle est dans son rôle. Je trouve que là, justement, elle contrôle et elle est dans son rôle de dire « Ah, mais là, on est surpris, on ne devrait pas retrouver ça. » Donc, normalement, du coup, si elle est dans son rôle, c'est un item qu'on devrait voir disparaître au fur et à mesure du temps. On ne devrait plus avoir de case qui est rempli ici, qui est rempli dedans. Mais ceci dit, je le laisse pour l'instant parce que je sais qu'il y en a encore qui travaillent comme ça. Et nous, fédération, on préfère savoir la réalité des choses que le fonctionnement idéal qui ne serait pas la réalité. Voilà. Et c'est pour ça que même dans les situations professionnelles, dans les ressources, vous avez l'item ressources non déclarées. Alors, il y a des associations, il y a des structures qui ne vont pas remplir, même si elles savent, elles ne vont pas remplir que la personne a des ressources non déclarées. Mais ceci dit, nous, pour la fédération, si on a ces informations-là, c'est quelque chose dont on peut en faire quelque chose, en fait, aussi. On peut analyser ça. Et donc, parce que c'est le fonctionnement réel. Il y a des personnes qui peuvent avoir un travail et elles ne le déclarent pas. Et donc, elles ont quand même des ressources. Voilà, donc on est dans cette ambiguïté-là entre est-ce qu'il faut mettre ce que veulent les tutelles ou ce que voudrait
la réglementation, ce qui est légal, etc., ou est-ce qu'on veut le fonctionnement réel? Donc voilà pourquoi on le laisse. Vous avez tout à fait raison. Normalement, et vous l'aviez déjà signalé à la fédération, on ne devrait pas devoir remplir, on ne devrait pas avoir de structure qui remplisse, on refuse la personne parce qu'elle n'a pas de projet de sortie. Je suis d'accord. Ou même qu'elle n'a pas de ressources. Normalement, c'est inconditionnel, donc on ne devrait pas le retrouver, ça. Et on ne devrait pas retrouver le critère d'âge aussi. Voilà. Ou la situation régulière. Jérémy, on a une autre main levée de Sophie Calmette. Oui. Je vous en prie. Oui, bonjour. Excusez-moi, je travaille pour l'association La Case. J'avais juste une petite question par rapport au fichier ACT périnatalité. Parce que nous, on a une unité périnatalité addiction depuis 2020 et les années précédentes, moi, j'avais rempli les… Ça sera celui-là encore. D'accord, donc je remplis dans le général et si après, il y a un autre formulaire qui arrive, je re-remplirai. Voilà. Alors du coup, après, vous pouvez préciser, parce que c'est des femmes, c'est des femmes qui sont en cours de grossesse ou c'est des femmes... Oui, c'est soit des femmes qui sont en cours de grossesse ou jusqu'au 1 an de l'enfant. Donc, plus elles sont prises en charge tôt, plus elles peuvent… Mais elles ont une maladie chronique. Voilà. Elles ont une maladie chronique. Alors, c'est addiction pour le coup. Addiction. Et grossesse. Voilà. Donc, elles ont l'addiction, elles sont dans les… Et puis après, pour moi, grossesse, ce n'est pas une comorbidité. Par contre, si elles ont un petit enfant, vous pouvez toujours indiquer dans les commentaires. Parce que oui, ok, d'accord. Je voulais savoir. Si elles ont un petit enfant, il apparaît dans les accompagnants. Oui, exact. Voilà. Ok, très bien, merci. Monsieur Baraché, vous avez une question? Oui, bonjour. Oui, j'ai une question par rapport au motif de refus qui est le critère d'âge. Oui. Parce qu'en fait, je me suis aperçu là, en écoutant les personnes qui se sont intervenues, qu'il y avait des ACT classiques qui accueillaient des mineurs patients. Oui. Patients. Et moi, il se trouve que j'ai des demandes de mineurs patients, mais j'ai un cahier des charges ARS qui me demande d'accueillir des personnes adultes. Oui. Mais comme il semblerait qu'il y ait… Donc la question, c'est est-ce qu'il y a un argumentaire pour pouvoir accueillir des personnes mineures? Voilà, c'est ça, légalement. Je laisse Laurent répondre, mais en tout cas, c'est autorisé. Non, mais la réponse est très courte. Décret circulaire relatif aux ACT indique le terme de personne. Donc, il est entendu en tout cas par la DGS que les personnes sont des enfants ou des adultes. Alors après, certaines ARS ont posé un cadre un peu plus restrictif dans les autorisations ou dans la validation des différents projets des établissements. Et je pense qu'on peut le regretter. Mais il y a quand même de plus en plus d'ARS qui sont sensibles à cette question de l'accompagnement des enfants malades. Ça vient des différents plans qui concernent les enfants et d'une stratégie européenne de garantie de l'enfance. Donc, on aura de plus en plus d'ARS qui vont proposer ce type de projet, soit de manière très clarifiée administrativement, donc avec une autorisation administrative ACT renforcée pédiatrie, soit toujours sous le prisme d'une autorisation généraliste, mais avec un projet particulièrement renforcé. D'accord. Mais du coup, vous pouvez négocier avec l'ARS. Si vous leur montrez qu'il y a une demande, tout à fait. Par contre, je ne me trompe pas, hein, Laurent, c'est toujours des mineurs accompagnés. C'est toujours des mineurs accompagnés, sauf exception de la même manière d'un commun accord avec l'ARS. Si vous avez des MNA qui ont 17 ans et demi et qui sont en capacité d'habiter, que vous avez la capacité de reloger après l'accompagnement, ça peut se faire. Ça se voit également en Guyane sur des territoires transfrontaliers, mais de manière très, très réduite. C'est principalement des enfants qui sont accompagnés, en effet. Peut-être, Jérémy, on peut passer au Pigan sur les ACT hors les murs, en sachant que l'ACT hors les murs, c'est quand même un cheval de bataille de la FSH depuis plusieurs années. On a lancé cette expérimentation nationale avec la DGS en 2017. Par voie d'amendement parlementaire, on a tenté à plusieurs reprises de généraliser ce dispositif. Et finalement, on y est arrivé par la voie du Ségur de la santé, donc qui apporte un budget annuel de 10 100 000 euros
pour les ACT hors les murs. Donc, d'une manière en one-shot, ces 10 100 000 euros sont inscrits dans la base budgétaire du PLFSS pour alimenter donc ces 761 places qui sont en cours de création sur l'ensemble du territoire national. Donc, répondez naturellement aux appels du pied, aux appels d'offres, aux appels à manifestation d'intérêt des agences régionales de santé, en sachant qu'on a fait en sorte que cette offre ACT hors les murs soit réservée uniquement aux gestionnaires d'ACT. Et qu'à ce jour, on n'a pas connaissance qu'il y aura d'autres créations de places d'ACT hors les murs les années prochaines. Donc, c'est vraiment en un volet 761 places qui ont été créées et on va les étudier avec une grande attention, en sachant que là, pour le coup, de manière beaucoup plus claire, il y a déjà… On n'entend plus, Laurent. Bah, il reviendra, je pense. Le temps qu'il revienne, je vous propose de commencer sur la ACT hors les murs. C'est la DGS qui nous demandait une enquête particulière. Donc, on a monté une enquête avec la DGS. Donc, on est reparti de l'ancienne enquête et elle voulait quelque chose d'un peu plus qualitatif, avec plus d'éléments qualitatifs, justement. Donc, ça explique un peu les changements. Alors, est-ce que je voulais juste rajouter, Jérémy, que dans le cahier des charges de l'offre ACT hors les murs, pour le coup, il est très explicitement indiqué de renvoyer le bilan à la Fédération Santé Habitat. Donc, aucune modification des ARS ne sera acceptée ou validée, en tout cas par la DGS. On est bien sur un bilan national produit par la Fédération Santé Habitat et les gestionnaires de cette offre hors les murs le renvoient à leurs ARS, naturellement, si elles le demandent, mais surtout à la Fédération. C'est vraiment une commande de la DGS qu'on puisse le produire, ce bilan d'activité pour eux. Oui. Bon, il y a des items qui sont les mêmes, je ne reviens pas dessus. Convention collective, les médecins, l'équipe salariale, c'est la même chose. Le nombre de personnes accompagnées, c'est la même chose. Le nombre d'accompagnants aussi, de nouveaux accompagnants. Je ne demande pas de préciser si les accompagnants, là, c'est moins important de savoir s'ils sont adultes, enfants ou pas, parce que les personnes ne sont pas hébergées dans l'ACT. Par contre, les types d'hébergement, ils changent. On ne vous demande pas les types d'hébergement, on vous demande là où vous accompagnez les personnes. Et on vous demande donc dans l'année, parmi les temps de personnes, par exemple, votre ville active, c'est 10 personnes. Dans 10 personnes, combien de personnes vous avez accompagnées dans leur propre logement durable? Donc, qu'elles soient propriétaires, soit location, sous-location, c'est leur hébergement durable. Ou alors, le nombre de personnes que vous avez accompagnées dans une institution sociale ou dédiée aux demandeurs d'asile, ou le nombre de personnes avec un hébergement précaire, squat, bidonville, tente, caravane, camping, ou vraiment à la rue, en maraude. Donc voilà, sur ces 10, là, il faut remplir. Alors, il y a des associations qui n'accompagnent que les personnes dans leur logement durable, et il y en a d'autres qui ont décidé d'avoir tous ces modes d'action-là différents. Ça dépend du projet ACT hors les murs. Donc, le nombre de places autorisées, c'est la même chose. Tac. Les personnes, c'est pareil. Les personnes sont de nationalité française, elles appartiennent à la communauté européenne, elles sont mineures étrangers ou pas. Donc, du coup, comme j'ai pu le refaire, j'ai reprécisé certains items qui n'est pas précisé dans l'autre. Donc, c'est un peu plus précis, un peu plus clair. Et on vous demande comment sont accompagnées les personnes qui nécessitent une démarche vis-à-vis du droit au séjour. Donc, il y a vraiment, là, on vous demande vraiment de décrire des choses qualitatives. Et c'est pour ça que le bilan cette année est intéressant, parce que justement, les premiers gestionnaires ont rempli ces cases-là et on a pu décrire ce qui se fait dans les structures. Donc, si vous voulez monter un projet ou si vous avez prévu d'ouvrir des places, vous allez lire le bilan. La protection maladie, bon, ça ne change rien. Protection maladie, la protection complémentaire aussi. Les ALD, pareil. Les revenus, c'est la même chose. En mémoire, il n'y a rien qui change. La situation professionnelle aussi. On vous demande aussi, là, qualitativement, quelles sont les actions que vous menez pour améliorer la situation professionnelle des personnes, pour améliorer le revenu des personnes, et puis aussi pour améliorer, je crois, la protection sociale.
Alors, les activités réalisées. Donc là, on vous demande de décrire les étapes et actions principales de l'accompagnement proposé au domicile des personnes. Donc là, c'est vraiment au domicile, c'est pour les personnes hébergées au domicile. Et en quoi elles sont différentes de celles qui sont réalisées dans vos ACT classiques. Et ça, c'est pour ça que ça rend le rapport intéressant. Et bien sûr, vous avez la même question après pour si vous accompagnez des personnes dans des établissements sociaux. Et là, on vous demande comment vous travaillez, parce que ce n'est pas la même chose. J'imagine que dans les établissements sociaux, il y a des travailleurs sociaux, donc vous n'allez peut-être pas envoyer votre travailleur social dans les établissements sociaux. J'en sais rien, mais c'est peut-être. Donc, il y a sûrement une autre façon de travailler. Et puis, la même chose pour les personnes qui sont à la rue ou dans des lieux très précaires, tentes, squats, etc. On vous demande de décrire comment vous les accompagnez et en quoi c'est différent de l'ACT classique. Les frais de mission, c'est pareil. Le nombre d'activités de groupe aussi. Les démarches extérieures, c'est la même chose. On vous demande s'il existe un soutien et suivi après la sortie du dispositif. Hors les murs, c'est pareil. Décrire le type de suivi proposé, ça ne change pas. Alors, par contre, sur les intervenants extérieurs, on vous demande, moi ce que je vous demande, c'est pour être plus précis que les ACT classiques, je vous demande de me donner le nombre de personnes qui bénéficiaient déjà d'une intervention avant l'entrée en ACT hors les murs, parce que vous allez voir une personne à domicile. La personne qui est à domicile, elle peut être précaire, mais elle peut déjà avoir un réseau de médecins. Donc, elle a déjà un médecin traitant, par exemple. Mais celle qui est à la rue, elle n'a pas de médecin traitant. Et donc, on vous demande de faire la différence de nous dire celle qui avait déjà qui bénéficiait déjà de tel dispositif à l'entrée, et puis après, les personnes pour lesquelles vous avez mis en place, le nombre de personnes pour lesquelles vous avez mis en place le dispositif concerné. Parce que là, du coup, on peut voir justement si, on va pouvoir montrer le travail que vous faites pour l'accès à un médecin traitant, l'accès à des soins particuliers, etc. Donc, voilà. Du coup, là, ça demande de faire la distinction entre l'entrée et ce que vous avez mis, vous, en place. C'est plus précis que dans l'ACT classique, le RASA ACT classique. Les nombres de candidatures, c'est toujours la même chose, avec accompagnant ou pas. Les pathologies, c'est ça. Les pathologies aussi. Les personnes qui sont orientées, ben là, j'ai changé, c'est la même chose. C'est que le nombre de personnes qui ont été admises dans l'année, c'est que les admis par qui ils ont été orientés. Et du coup, j'ai changé quelques items parce que ils ont pu être orientés en ACT hors les murs par votre dispositif ACT classique. En termes de suivi, et certaines associations de structures le font comme ça. Ça peut être par une association de structure interne, etc. Donc là, j'ai changé quelques items. Autres. Dans le nombre de refus de candidature, j'ai mis à peu près les mêmes, je pense. Sauf que j'ai rajouté le nombre de refus car la personne nécessite une prise en charge en ACT, LAM ou LHSS classique, pour le coup, et pas justement en ACT hors les murs. En ACT hors les murs, vous avez refusé parce que il faudrait quelque chose de plus important comme dispositif. Les profils des personnes, on a précisé les moins de 18 ans pour voir les mineurs, les 18, 19, 20, 24. Et là, on demande d'être plus précis, nous décrire femmes, hommes et transgenres ou intersexes. Voilà. Moins de 18 ans, on ne veut pas le genre, mais là, on vous demande de préciser le genre pour l'âge, donc c'est un peu plus complexe à remplir. L'origine géographique, est-ce que la personne est logée ou hébergée dans le département, dans un autre département, ou est-ce qu'elle est sans domiciliation? Donc, dans un autre département, ça pourrait arriver si on est un ACT qui est limitrophe d'un autre département. Je sais pas. Bon, après, la situation familiale, c'est la même chose. Les sortants de prison, c'est la même chose. Ça ne change pas. Le handicap, c'est la même chose. Les pratiques addictives, c'est la même chose. Ça ne change pas. Les pathologies principales, c'est pareil. Ça ne change pas. Les chroniques, ça ne change pas. Le handicap, donc, hop, nombre de personnes, voilà, ça ne change pas, ça, le nombre de personnes, hop. Les comorbidités non plus. Ce qui va changer, c'est le traitement des sorties. Parce que le traitement des sorties, pour pouvoir les exploiter, on est obligé de savoir où elles étaient accompagnées. Parce que ce n'est pas la même chose, les projets de sortie. Oui, j'ai une question d'Audrey. Oui, c'était par rapport… Je travaille à l'association Opélia, donc en Haute-Savoie. Ma question, c'était par rapport à tous les dossiers d'admission. Nous, on ne fait pas de différence entre ACT ou ACT hors les murs.
et il n'y a pas forcément de demande spécifique pour ACT hors les murs. Alors, quand j'ai rempli celui de l'année 2021, j'ai rempli la même chose aussi bien pour ACT que ACT hors les murs, les mêmes chiffres. Ah oui, alors là… Parce que des fois, il y a des demandes, c'est pour ACT, mais on n'a pas de place, mais on prend la personne en ACT hors les murs. Ensuite, elle sort du dispositif hors les murs pour rentrer dans les murs quand on a un logement qui se libère. Oui, mais pour moi… Alors, du coup, pour moi, ces deux candidatures, vous pourrez le traiter comme deux candidatures différentes. Enfin, il y a une candidature, il est rentré en ACT hors les murs, et l'autre, c'est un sortant après. Et donc, après, dans le dispositif, c'était classique. Dans les chiffres, on fait comme ça. On fait comme ça. Alors, après, on a le problème des candidatures. Moi, alors, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté pour moi, parce que là, j'ai dû compter du coup 2 fois les candidatures. L'idéal, c'est de me donner le nombre de candidatures égal le nombre d'admis, et puis de me mettre en commentaire pourquoi c'est comme ça, parce que vous ne faites pas la distinction. Parce que comme ça, je peux modérer les chiffres en donnant une explication. Attention, les chiffres, voilà les chiffres des candidatures, mais on sait que les structures ne font pas, je sais qu'un certain nombre de structures ne fait pas la distinction entre ACT et ACT hors les murs, et donc voilà. Mais de ne pas faire le doublon, parce que comme je ne savais pas, comme je ne vais pas le savoir, je vais dire qu'il y a plus de candidatures que la réalité. Oui. Donc, mais en même temps, les candidatures, c'est pour les deux. Ils font vraiment pour les deux, si c'est vraiment pour les deux, si la personne, elle dit peu importe, voir des candidatures, ce n'est pas que pour les deux. Voir une candidature, la personne, elle veut vraiment être hors les murs ou vraiment que en classique. Mais si c'est vraiment pour les deux, d'accord, pourquoi pas en doublon, ça ne me dérange pas. Ouais. Là, on a eu juste une candidature là, de 2022 où c'était vraiment une spécificité des ACT hors les murs, pas dans les murs. Donc là, je pourrais noter dans le commentaire dont une demande spécifique. Voilà. Ok, merci. Ok, c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Et en même temps, je ne vois pas comment je peux la résoudre, en fait. Voilà. Je ne vois pas trop. C'est un peu compliqué, ouais. Ok, merci en tout cas, c'est intéressant. En tout cas, les sortants, on a distingué les solutions de sortie en fonction des personnes, où elles étaient accompagnées des personnes. Donc, dans le nombre de sortants qu'on aura renseigné, là, on vous demande, dans ce nombre de sortants, par exemple, il y a eu 6 sortants hors les murs. On vous demande de nous dire combien de ces sortants étaient accompagnés dans leur hébergement durable, combien étaient accompagnés en institution sociale et combien étaient hébergés ou pas hébergés, enfin, dans la rue en précaire. C'est important qu'on le sache. Donc, par exemple, sur les 6, c'était 5, 1 et 0, par exemple. Et donc, après, on va s'occuper spécifiquement des 5 qui ont été accompagnés dans leur hébergement durable et après, spécifiquement, de celles qui étaient accompagnées dans l'institution sociale. Parce que ce n'est pas la même interprétation qu'on va faire des solutions de sortie. En effet, si je restais sur le classique en me disant 8 sont sortis dans un hébergement durable sur 10, oui, mais si c'est 8, il y en avait déjà 6 qui avaient déjà un hébergement durable, ça ne veut rien dire. Donc, du coup, dans les sortants, parmi les sortants accompagnés dans leur logement, en nombre de sortants parmi les personnes accompagnées dans leur logement, combien sont décédés pendant l'accompagnement, combien ont pu rester dans leur logement, combien ont eu un accès à un autre logement avec bail direct, parce que plus salubre, plus adapté, je crois que la case n'est pas complète, ayant intégré un ACT, parce il y a certains, ils sont en ACT hors les murs, après ils intègrent un ACT, ayant intégré un LAM ou un HSS, et puis après c'est un établissement médico-social, c'est les autres solutions de sortie comme pour tout le monde. Mais ça peut être ayant perdu son logement, étant hébergé dans sa famille ou chez des… Ah, je suis embêté là. Donc là, quand je vois qu'il y a un petit souci, je verrai avec Souli, mais ce n'est pas grave. Là, sur la case, il suffit de cliquer sur la case et puis on lit. Alors là, je remonte ça. On vient lire ce qui est écrit, la suite dans la case au-dessus. Étant rentré dans leur pays d'origine, volontairement ou non, ayant perdu son logement, ayant recours à l'hébergement d'urgence. Alors, je ne sais pas pourquoi, et à l'hôtel. Je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est bon. Voilà. Va falloir qu'on rectifie ça, Swelly, le fait qu'on ne voit pas toutes les cases là. Ayant perdu son logement et se retrouvant à la rue. Voilà. Et après, on va traiter, et puis parmi ceux-là, lesquels ont rompu leur contrat à leur initiative, lesquels ont été exclus. Et après, on va traiter le cas de ceux qui étaient accompagnés en institution sociale ou en institution dédiée aux demandeurs d'asile. Donc, est-ce qu'elles sont restées, est-ce qu'elles sont décédées, est-ce qu'elles sont restées dans la même institution, est-ce qu'elles ont accédé à un logement avec bail direct,
Est-ce qu'elles ont accédé à un logement avec bail glissant? Est-ce qu'elles ont intégré un LAM, un GSS, un ACT, un autre établissement médico-social, etc. Donc, vous voyez que ce n'est pas les mêmes solutions. Il y a forcément des solutions de sortie qui ne sont pas les mêmes. Hop. Et puis enfin, on va s'occuper de ceux qui étaient accompagnés, les sortants qui étaient accompagnés en hébergement précaire ou sans hébergement. Et donc, est-ce qu'ils sont restés dans la même situation? Est-ce qu'ils ont accédé à un logement avec bail direct, bail glissant? Est-ce qu'ils ont intégré un LAM, un HSS? Est-ce qu'ils ont intégré un ACT? Ce que je me suis aperçu, c'est que principalement, ils ont intégré un ACT, en fait, ceux qui étaient à la rue. C'est un moyen de les amener dans une institution, en fait. De ce que, il me semble, de ce que j'ai perçu de mémoire, de ce que j'ai écrit dans le bilan hors les murs 2021. Et forcément, les personnes qu'on apprend directement à la rue, qu'on accueille à la rue en hébergement hors les murs, forcément, ça va être beaucoup plus difficile ou plus long de les amener à un logement avec bail direct. Enfin, on peut imaginer que ça peut être beaucoup plus difficile de les amener à un logement avec bail direct. Et du coup, si on avait tout mélangé, on aurait pu avoir des scores faibles aussi parce que l'ACT était pénalisé par ce type de public, alors qu'en fait, quand on les intègre à un ACT ou quand on les intègre dans un établissement médico-social, eh bien, en fait, on a amené c'est bien un des objectifs des ACT hors les murs, de ramener les personnes dans le soin ou dans un parcours de vie qui n'est pas dans la marge, en tout cas. Donc, pour le coup, avoir une solution d'hébergement, peu importe laquelle elle est, pour ces personnes-là, c'est une réussite, en fait, pour les ACT, dans ce cas-là. Alors que dans les scores habituels, ce n'est pas une réussite. Voilà. C'est pour ça qu'on a dû distinguer les sortants. Et donc, c'est vraiment la grosse spécificité du bilan ACT hors les murs, c'est surtout ça, le traitement des sortants. Donc, de bien faire attention, de bien séparer les sortants en fonction de leur situation d'hébergement. Et tout le reste, c'est la même chose, c'est classique. Le nombre de jours et puis la durée moyenne de séjour des personnes. Voilà, il n'y a pas plus de changements. Pour ceux qui attendent l'ACT pédiatrique, justement, comme c'est des mineurs, pour le coup, il y aura pas mal d'items qui vont, à mon avis, être modifiés, parce que la situation professionnelle, la protection sociale, il y a des choses qui sont presque automatiques quand on est mineur. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est enregistré de toute façon, donc on pourrait revenir dessus. J'espère que ça vous sera utile. Que de toute façon, si vous avez un souci, vous n'hésitez pas à envoyer un message à la fédération. On vous répond. Il n'y a pas de souci. Et puis, merci surtout de les renvoyer, de les remplir, c'est hyper important. Et ça nous permet de discuter avec les autorités de tutelle et d'avoir des créations de places ou des créations de nouveaux dispositifs. Voilà. Merci de votre attention.